Bonjour, charmant de ma communauté web et à toutes les personnes intéressées à à la résolution des conflits à l'amiable. Aujourd'hui, je suis choyée. J'ai deux invités que j'ai rencontrés grâce à la magie du web et parce qu'on avait un intérêt pour les dossiers d'harcèlement psychologique. Alors, euh, je dis que ce sont deux jeunes, mais ils ne sont pas si jeunes que ça. C'est peut-être moi qui me sens plus âgée, mais vraiment des professionnels aguerris qui sont bien au fait de leur domaine. Et moi, quand j'ai lu leur CV, j'étais épatée. Mais ce qu'ils ont en commun, je vais commencer par vous dire ce qu'ils ont en commun. Alors, ce sont tous les deux médiateurs accrédités par l'Université de Sherbrooke et donc l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec. Ils ont fondé ensemble Acta Médiation, qui est spécialisé, ils vont nous en parler davantage, là, dans la médiation, le service aussi en santé mentale. Et tous les deux, donc, ils ont formé cette firme et ils interviennent dans des mandats liés à la santé professionnelle et à la gestion des conflits en milieu de travail. Guillaume s'intéresse à la neuroscience, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, l'approche centrée sur les forces et les interventions de crise, la psychiatrie transculturelle. Marie-Claude s'intéresse aussi à la communication non violente, l'approche centrée sur les forces, l'accessibilité aux services de santé et les stratégies de prévention et de gestion des conflits. Mais je vais y aller de manière plus particulière parce qu'ils ont un chemin aussi particulier. Donc, Marie-Claude est médiatrice, je l'ai dit, est ergothérapeute de formation avec 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé psychologique. Elle a débuté sa carrière dans le réseau de la santé en tant qu'ergothérapeute spécialisée en santé mentale, travaillant dans différents contextes, notamment dans des programmes de réadaptation, une clinique de premiers soins de premiers épisodes psychotiques, ainsi qu'au sein d'une équipe de suivi intensif en milieu de travail, en milieu Sims. Dans le milieu. Euh, pour des personnes qui souffrent de troubles sévères et persistants. Elle a également occupé des postes de gestion dans le réseau de la santé. Alors là, c'est long, là, tout dire ça, là. OK. Alors, et pour Guillaume, dans le club, c'est intéressant parce que je ne savais pas qu'un ergothérapeute s'intéresserait éventuellement à la médiation. Donc, tu dois être la seule au Québec. Oui, Je- Peut-être, oui, je pense que oui. je pense que oui. Oui. Oui, je pense que oui. Et Guillaume Lemoigne est médiateur, infirmier clinicien de formation. Avec 16 ans d'expérience dans le domaine de la santé psychologique. Il a commencé sa carrière en France, où il a travaillé dans différentes unités psychiatriques, notamment en unité fermée, en urgence psychiatrique et en cellule d'urgence médico-psychologique. Il a également une expérience en santé humanitaire en Asie et en Afrique, à participer à des missions d'urgence de courte durée. Alors, j'essaie d'imaginer si ça pouvait être quoi, mais c'était pas très joli. Les missions d'urgence en courte durée en Afrique, ça doit être assez crise humanitaire ou quoi que ce soit, là. Ça me... dans ce genre-là, hein. Hmm. Euh, Au Québec, il a travaillé au CHUM en psychiatrie. Il a joué un rôle clé dans la mise en place du programme en itinérance et santé mentale du CIUS Centre du Québec, du Centre-Sud. Alors, il a été aussi directeur général du Centre de crise en santé mentale de Transit et il est vice-président du regroupement des services d'intervention de crise du Québec. Donc, Guillaume, ça te connaît, la crise? Oui, exactement. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est sûr, cette expérience-là, pour moi, elle était vraiment fondatrice. Puis elle m'a amené, en fait, à m'intéresser davantage, justement, en fait, au mode de résolution de conflits. Donc, merci de, de parler de mon parcours. Effectivement, c'est Ouais, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, qui m'a amené, en fait, vers finalement la nouvelle offre de service qu'on a fondée à l'heure actuelle. ouais. Vous l'avez fondé en quelle année? Puis c'est quoi votre offre de service comme Acta Médiation? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de... Ben, Marie-Claude, est-ce que tu veux le présenter? oui, en 2022, c'est en février 2022 là, qu'on a fondé. En fait, ça s'appelle Acta Réadaptation. Puis là, on a ajouté OK. nouvellement, là, on a ajouté Acta Médiation. Donc, on vient ajouter une offre de service. À la base, Acta Réadaptation, donc là, ça va faire 3 ans bientôt.
C'est vraiment des services de réadaptation pour les personnes qui sont en arrêt de travail. Je m'excuse, j'ai oublié de Mon sortir le chat, chat. non, c'est correct. Il est très aidant pour ma santé mentale. Oui, oui, Désolée. le mot, c'est important. Donc, oui, donc c'est ça. On offre du soutien en réadaptation pour les personnes qui sont en arrêt de travail pour des raisons de santé psychologique. Donc, c'est des interventions qui se veulent assez brèves. Donc, c'est pas des interventions qui vont durer là, sur des années. Là. C'est quelques mois, quelques semaines. Puis il va y avoir toute une portion aussi où on va venir faciliter le retour en emploi. Donc, on va s'arrimer avec les différentes parties, dont l'employeur, très important, le médecin, les autres intervenants qui peuvent naviguer autour de la personne pour assurer que le retour au travail se passe de façon sécuritaire, durable. Donc, on assure là, la pérennité aussi du retour en emploi de la personne. Donc, c'est globalement ce qu'on fait en réadaptation. À travers ça, c'est sûr qu'on rencontre aussi beaucoup de situations où il y a des conflits hein, au travail, où il y a en tout cas, des Ben oui. situations complexes. Donc, ça nous a amené aussi naturellement, on avait déjà un intérêt vers la médiation, puis tout ce qui entoure la médiation, mais ça nous a amené là, à vouloir vraiment ajouter cette offre de service-là là, cette année. Là. On va débuter avec aussi Acta Médiation, on va garder les deux branches. OK. Puis là, ben, je vais m'adresser à Guillaume. C'est qui vous engage? J'imagine que c'est les employeurs, Ben, c'est principalement les assureurs privés et les employeurs. les assurances. OK. Et des fois aussi, dans les portions des assureurs privés, le preneur, en fait, finalement, de l'assurance peut aussi être le syndicat. Donc en fait, nous, ce qu'on aime dire, en fait, on aime se positionner dans l'intérêt de toutes les parties. Donc même si on est mandaté, en fait, finalement, par l'assureur, on va s'inscrire, en fait, finalement, dans la résolution, en fait, de l'épisode d'invalidité. Et lorsqu'on prend, en fait, finalement, contact avec la personne, eh bien, c'est là que lors de l'évaluation qu'on va mettre en place, eh bien, on va essayer, en fait, finalement, d'évaluer les différentes sphères de la personne, savoir qu'est-ce qui est perturbé, qu'est-ce qui maintient la personne en invalidité, qu'est-ce qui, au contraire, on va dire, va pouvoir l'aider à surmonter cette épreuve-là, comment est-ce qu'on peut faire pour structurer en fait un retour sécuritaire et durable, comme le dit Marie-Claude. Et donc, on va être amené effectivement à solidariser d'une certaine manière tous les acteurs, en fait, finalement, de l'invalidité vers un plan pour lequel on va coordonner en fait tout ça. Donc, prioritairement, on va centrer nos interventions sur la personne en invalidité, mais aussi on va faire le pont avec l'assureur. On va également parler avec l'employeur. Évidemment, il y a le principe de double confidentialité. Tout ce qu'on dit à la personne qui est en situation d'invalidité ne sera pas répété à l'employeur et lorsqu'on parle à excusez-moi, lorsque l'on parle à l'employeur, on ne va pas répéter ça non plus à la personne qui sera en situation d'invalidité. On parle aussi au médecin et à l'équipe médicale, parce que des fois aussi, même si la personne est en invalidité, des fois les personnes qui démontrent le plus de détresse dans certains types de dossiers, ça peut très bien être le gestionnaire. Ça peut très bien aussi également être le médecin qui lui aussi présente en fait une sorte d'impasse au niveau thérapeutique. Donc, d'une certaine manière, en fait, on vient résoudre en fait un petit peu la situation avec un œil extérieur. Ben, tu sais que c'est intéressant parce que moi, comme médiatrice, je suis intervenue dans des dossiers où il y avait des problèmes, des enjeux de santé mentale, mais je me rends jamais au médecin. Je parle jamais avec les assureurs. Tu sais, moi, quand je reçois un dossier, c'est le dossier que je reçois des ressources humaines. Fait que là, Mhm. les ressources humaines me disent, bon, ben là, il y a un problème de santé mentale, la personne est chez elle, on pense qu'il faudrait faire une médiation, il faut qu'elle revienne au travail, mais j'ai pas accès à tous les intervenants comme vous nommez. Moi, je ne travaille pas avec ce monde-là. Donc, vous, là, vous arrivez vraiment dans quelque chose de très ciblé. J'ai l'impression que votre intervention est beaucoup plus complète que ce que moi, je pourrais faire. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on voit qu'il y a plusieurs types d'intervenants qui ont certains canaux de communication en fonction, en fait, finalement, de leur propre mandat. Évidemment, l'assureur, lui, va parler, on va dire, avec une définition administrative, en fait, finalement, de l'invalidité, mais le médecin va parler avec de la condition médicale, avec en fait finalement un jargon qui est plus thérapeutique. Donc nous, on a Ouais. l'agilité en fait finalement à pouvoir discuter avec tous les types de personnes au dossier, parler aussi avec les ressources humaines, parler également avec le syndicat. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mené une facilitation en fait avec le syndicat, ça s'est extrêmement bien passé. Et puis, nous, on s'est aussi privilégié
de pouvoir aussi rejoindre beaucoup de personnes, parce que comme on offre nos services en fait de manière virtuelle, eh bien, on rejoint en fait finalement, je dirais, quasiment l'intégralité du Québec. On a des personnes dans des situations professionnelles, par exemple, qui travaillent dans l'industrie forestière, dans le Grand Hmm. Nord. On peut commencer comme ça. Puis d'autres personnes bon, qui travaillent plus en télétravail à la maison. Euh, on rejoint aussi une population qui est très diversifiée, de toutes les couches sociales. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, pas Ouais. seulement au Québec, mais aussi en Ontario, aussi au Nouveau-Brunswick. Ouais. Ma question s'adresserait maintenant à Marie-Claude. Est-ce que vous avez un type de médiation particulier? Tu sais, il y a la médiation facilitante, la médiation intégrative, la médiation relationnelle, la justice réparatrice. Tantôt, Guillaume t'a utilisé le mot facilitation. Est-ce que vous avez comme défini, ben nous, c'est ça qu'on fait ou finalement on s'ajuste? C'est sûr que on se veut agile le plus possible, hein, parce qu'on sait que chaque situation nécessite une certaine souplesse. C'est sûr que le modèle de la médiation intégrative, c'est un petit peu notre modèle là, qu'on a appris, qu'on souhaite appliquer aussi là, dans l'offre de services de médiation. Là, en ce moment, dans notre expérience avec Acteurs et Adaptation, on a fait plus la facilitation, si on veut. Certaines médiations quand même, mais oui, on a fait beaucoup de facilitation sans faire la médiation officielle. Mais le Mhm. modèle qu'on vise, là, c'est surtout l'intégrative, je dirais. Mais on va voir où ça nous mène aussi. Là, c'est ça. Je pense que c'est important de rester agile dans tout ça. Oui. Ben ça, j'aime ça le mot agile parce que dans le fond, puis il y a quelque chose que ben, j'ai envie de vous dire, parce que ben, moi, je suis avocate de formation, j'ai vu plusieurs types de médiateurs, puis vous avez un profil psychosocial, nécessairement, vous intervenez avec votre couleur. Vous n'allez pas intervenir peut-être comme un avocat le ferait, là. On a tous nos couleurs, de toute façon, mais vous allez intervenir avec votre couleur, ça, c'est sûr. Certainement. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Mais oui, disons, c'est sûr que ce qui caractérise aussi les intervenants comme nous, psychosociaux, comme tu le dis très bien, Céline, c'est la nature même de l'empowerment, l'autodétermination. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et il y a beaucoup de points, on va dire, de convergence dans le type de médiation qu'on veut appliquer. Il y a un transfert de connaissances qu'on veut aussi amener de l'expérience qu'on a, parce que ça fait Marie-Claude et moi, bon, Marie-Claude a 15 ans à peu près d'expérience, moi j'ai à peu près la même affaire, 16 ans. Je dirais que ce transfert de connaissances se fait plus naturellement vers l'autodétermination, puis ce qu'on appelle aussi la tutelle de résilience. Lorsqu'on agit auprès de quelqu'un qui fait face à une situation adverse et stressante, on agit comme des tuteurs de résilience. Et l'approche orientée vers les forces, c'est ça aussi. C'est essayer justement de faire grandir la personne à travers l'adversité. Donc ça, c'est un concept, par exemple, qu'on appelle la cellulogénèse, qui s'oppose en fait à la pathogénèse. Alors la pathogénèse, c'est qu'est-ce qui provoque, on va dire, la maladie, parce que là, on parle de santé psychologique, donc là, on va placer ça sous l'axe, on va dire, de l'origine de la maladie. On a un symptôme, on l'attrape, et puis là, on souffre. Nous, des fois, on se pose plus la question de qu'est-ce qui maintient la personne en santé et qu'est-ce qu'on peut faire Les pour facteurs essayer positifs, hein, les facteurs positifs, les facteurs de force qui vont l'aider à, c'est ça, à se reprendre. Euh, exactement. ouais, ça m'amène à parler, peut-être qu'on aurait dû en parler avant, mais la santé mentale, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que ça peut être beaucoup de choses, les problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il existe une définition? Oh, Oui, oui, oui. Grand continuum. On a tous une santé mentale, ça c'est certain. un Oui. avocat m'a déjà dit, il avait vu le DCSM, c'est quoi le Le truc, là, le DSM. LD? Le DSM-5, Oui, c'est ça. Il dit, là, il me regarde, puis il est un peu découragé. Il dit, Céline, il dit, on a tout un problème de santé mentale. Bon, j'ai dit, je suis contente de le savoir. Mais regarde, si je peux définir la santé mentale, alors bah, déjà, il y a une définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Grosso modo, la santé mentale, c'est pas seulement l'absence ou la présence de maladies mentales, hein, c'est un continuum d'une certaine manière.
À une extrémité, il y a ce qu'on appelle les troubles légers et transitoires, et de l'autre extrémité, il y a ce qu'on appelle les troubles sévères et persistants. Grosso modo, la santé mentale, c'est quelque chose qui peut très bien osciller en fait d'une journée à l'autre. On peut faire face à certains types Mhm. de stresseurs, elle peut très bien en fait changer. Si je peux la caractériser, ce serait plutôt une sorte un équilibre dynamique entre différentes sphères de nos vies, quelque part. Et puis, on peut déterminer là-dedans qu'il y a la bonne santé mentale, qui n'est pas seulement l'absence de symptômes, qui est un état de bien-être permettant à la personne, en fait, de faire face à des situations stressantes dans notre vie, ce qu'on appelle les mécanismes d'adaptation adéquats. Après, il y a les troubles de santé mentale. Un trouble de santé mentale, c'est quoi? C'est un changement qui affecte, en fait, la pensée, puis l'humeur de la personne. Donc c'est là que survient un stress et on peut développer progressivement une sorte de perturbation en fait en lien avec ça. Je vais t'arrêter. Comme la schizophrénie, ce serait quoi la schizophrénie ou la Alors, paranoïa? la schizophrénie, ça par contre, ça c'est de la maladie mentale. D'accord? Ah, OK. Donc, Ah, attends, ça, attends, attends. Alors là, ça, c'est intéressant. Il y a une différence entre santé mentale puis maladie mentale. Alors, ça rentre, on va dire, dans le cadre de la pathologie. Et puis, puisqu'on parle du DSM, c'est la classification en fait, des maladies. Alors, tu verras que la classification, il y a deux grands classifications des maladies dans le monde. Bon, il y a le DSM en Amérique du Nord. L'Organisation mondiale de la santé, ils ont le CIM, CIM. En fait, finalement, ils en sont à la 11e itération. Puis en France, d'ailleurs, ils ont aussi en fait leur propre classification. En Chine aussi, d'ailleurs. Bon, chaque pays, c'est un petit peu différent. Mais la maladie mentale, ça se réfère, on va dire, à un tableau clinique, donc de pathologie. Et à ce moment-là, en fait, le tableau clinique, eh bien, renvoie à certaines classifications en termes pathologiques. Et c'est ça, en fait, qui est inscrit finalement dans le DSM. Puis, comme le dit, en fait, l'avocat qui tu as pu parler, qui a consulté le DSM, il faut quand même spécifier que le DSM, c'est assez exhaustif, hein. Et puis le DSM, il y a un aspect qui est très relié aussi comment dire, à l'aspect culturel et puis à des choses qui évoluent aussi avec le temps. Il y a des choses qui sont considérées comme des pathologies auparavant qui ne sont plus des pathologies. Et il y a des choses qui étaient, qui n'étaient pas des pathologies auparavant, qui vont être considérées comme pathologiques. Donc, c'est toujours Oh, dynamique, en fait. oui. Alors, je sens que je me suis embarquée dans une grande question. Excuse-moi. Puis, presque, oui. Euh, Et puis juste pour il y ajouter a- peut-être rapidement, oui, non, mais c'est ça oui, parce que tantôt Guillaume parlait du continuum, les troubles légers, transitoires, les troubles sévères, persistants. Quand on parle de schizophrénie, on va être plus dans la frange des troubles sévères et persistants. Donc c'est sûr que là, ça oui. touche moins de personnes, alors que les troubles légers, transitoires, on est tous plus sujets, si on veut la développer Oui. à un moment donné, ce genre de C'est troubles. ça. Puis les personnalités difficiles, comme dans les dossiers d'harcèlement psychologique, on va souvent parler des pervers narcissiques, par exemple. Je sais que le narcissisme, c'est bon d'en avoir. Il faut en avoir un peu, comme il faut avoir un petit peu de paranoïa, il faut avoir un petit peu de, tu sais, de, Oui, de... Mais c'est quand on tombe dans un extrême, puis que ça nous empêche de bien fonctionner, que c'est ça le problème, là, que ça cause du problème de la souffrance pour nous, puis pour les autres autour de nous. tout à fait. Est-ce que ça, c'est un problème de santé mentale? Est-ce qu'on mettrait ça là-dedans? Oui, c'est intéressant comme question, Céline, parce que on va entendre beaucoup, hein, personnalité difficile. Moi, c'est un terme que personnellement, j'aime pas beaucoup parce que ça vient émettre euh, le jugement que l'autre personne est un problème, hein, puis est difficile, alors que, bon, en santé mentale, on va parler plus de troubles de la personnalité. Puis il faut savoir, hein, c'est ça, on le disait, on a toutes nos couleurs. Tout le monde a des Mm. traits de différentes personnalités, hein, selon notre bagage, notre vécu, notre environnement. Mais il y a quand même 6 à 15 % de la population qui vont avoir un trouble de la personnalité. Donc, c'est quand même commun. C'est pas si. Puis, il y a trois grands groupes, là. Je ne sais pas si tu veux que je détaille les trois groupes principaux, Non, mais, non, 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 on va pas aller là parce que là, je voudrais qu'on parle de la médiation, là. On va prendre un mais cas fictif. On va prendre un cas fictif. Quelqu'un est diagnostiqué, bon, ça va pas bien au travail, il s'en va chez lui, et puis là, problème de santé mentale, dépression, ou je sais pas trop, là, il prend des médicaments, là, il y a un médecin qui le suit, il est en invalidité. Euh, Là, il peut-tu faire de la médiation s'il est malade puis il est chez lui?
si je peux me permettre de répondre à Oui. ça, selon moi, oui, il n'y a pas une personne qui est en arrêt de travail, qu'elle ait ou pas un diagnostic de santé mentale ou un problème de santé mentale, je ne verrais pas de contre-indication majeure à ce que la personne participe à une médiation. Après, comme toute personne qu'on va évaluer pour une médiation, il faut s'assurer que la personne, est-ce qu'elle est libre, volontaire, de bonne foi, hein, dans le processus de médiation. Donc, si la personne est moindrement pas stabilisée, que justement dans la période de crise, c'est sûr que le momentum ne sera pas bon. La personne ne voudra pas de toute façon s'engager probablement dans ce processus-là. Mais si la personne est motivée à s'engager dans le processus, personnellement, moi, je ne verrais pas de contre-indication. Au contraire, ça peut même être bénéfique pour la personne, de l'aider peut-être à cheminer sur quelque chose qui reste le nœud là, d'enjeux qu'elle rencontre, puis de choses qu'elle rumine aussi hein, à la maison. Mais c'est ça, c'est comme un cercle vicieux. Si elle vient pas retourner pour régler le problème, elle fait juste comme se raconter la même Ressentir histoire. un Elle n'en récit, sort pas. tout à fait, tout à fait. Par contre, est-ce qu'on va demander, comme un médiateur devrait demander un papier du médecin ou tu sais, tu me dis, ben, si elle est dans son pic et pas stabilisé, je sais pas ce Oui. que trop ça veut dire stabilisé, mais Bien, tu sais, pour répondre à ça, je dirais, euh, la personne déjà, bon, si elle est motivée, engagée, ouais, euh, mais qu'on voit qu'il y a une certaine détresse, bon, l'émotivité, ça peut être intéressant d'ouvrir si la personne a un soutien, un accompagnement, est-ce qu'il y a certains accommodements aussi qu'on peut mettre en place qui pourraient faciliter le processus de médiation. Par exemple, ça pourrait amener la personne à s'ouvrir sur ben, j'ai un petit peu plus de somnolence en après-midi ou j'ai de la difficulté à me concentrer, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de faire les plénières plus courtes? Est-ce qu'on peut prendre plus de pauses? Donc, tu et- sais, je pense que ça va amener plutôt le médiateur à trouver avec la personne des solutions. D'exiger une permission, je dirais, ou de demander une permission médicale euh, de façon systématique, personnellement, je ne serais pas à l'aise avec ça dans le sens où, premièrement, le médecin, souvent même, ne vont pas comprendre c'est quoi déjà le processus de médiation. Tu sais, je pense qu'il y a déjà une éducation à faire à ce niveau-là. Euh, ouais, ouais, Ils ne sont pas toujours les mieux placés pour savoir si ça va être bénéfique ou pas pour la personne. Je pense que c'est vraiment de ramener ça à la personne. On parlait d'autodétermination tantôt, à savoir est-ce que pour elle, c'est important. Après, si la personne elle-même doute de dire, ben, je ne suis pas certaine que c'est le bon moment pour moi, j'aurais tendance à la référer vers son soutien, son réseau de soutien pour peut-être demander conseil à ce moment-là plutôt. Mais je sais mais qu'on c'est va le ça. demander des fois des aptitudes pour ce genre de choses-là. Les employeurs, entre autres, des fois, vont le demander. Ouais, C'est j'ai correct. vu des employeurs qui demandaient le papier du médecin pour savoir est-ce que tu peux venir en médiation parce qu'ils sont inquiets, l'employeur, hein, ils ne veulent pas être perçus comme ben, pas faciliter la santé mentale. Là, fait que Ouais, c'est ouais. ça. Euh, hmm. J'ai déjà eu un médecin qui a référé, tu sais, quand on dit les médecins, ben peut-être qu'il y a des médecins qui vont nous écouter, il faut faire attention. Oui, ben oui. Mais j'ai déjà vu un papier de médecin qui s'était écrit Madame souffre d'une situation d'harcèlement psychologique au travail. Et donc, et là, je m'interrogeais beaucoup sur la capacité d'un médecin de diagnostiquer un problème de harcèlement psychologique au travail alors qu'il n'a pas rencontré personne, mais qu'il a rencontré que la personne malade. Donc, ça, donc, Puis des fois, c'est ça, là. ils vont demander est-ce qu'il y a une médiation avant le retour. Des fois, ils vont mettre des conditions comme ça. Ouais, Alors c'est ça. que, bon, à la base, ça reste un processus hein, qui est Ouais, libre et volontaire, mais oui, donc il peut y avoir, puis ça dépend de tous les médecins, là, évidemment, on ne veut pas faire des c'est ça. généralités, mais Non, c'est ça. Mais Marie-Claude, ce que je retiens de toi, c'est qu'on part de partir de la personne en premier. Est-ce qu'elle se sent capable, motivée? Est-ce qu'elle a le goût de venir en médiation? Puis aussi, elle pourrait être accompagnée par son représentant syndical ou par un avocat ou ouais, tu sais, ça ne veut ça pas peut. dire qu'il va prendre sa place, là, mais Et par un ouais. intervenant aussi, des fois, ça peut être bien d'avoir quelqu'un de soutien juste en présence. Puis je pense que le médiateur, dans la première rencontre hein, de prémédiation, si lui-même doute à savoir, OK, là, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, la personne était difficilement recadrable là, sur le sujet,
Des fois, ça peut valoir la peine aussi de faire une deuxième rencontre juste pour venir voir est-ce que les choses tu sais, se sont déposées un petit peu plus. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des accommodements qui vont être bénéfiques ou si, là, si on questionne vraiment le momentum ou à savoir si la personne va être en mesure de participer au processus malgré les accommodements qu'on pourrait mettre en place, ben là, c'est là où je pense qu'on Ouais, peut aller un peu plus loin. ouais, ouais. Ben là, je vais poser la question à Guillaume. Au niveau des dossiers de harcèlement psychologique, je vais parler parce que, bon, tu sais, c'est un peu mon expertise. Est-ce Mhm. que, selon toi, ça amène souvent des problèmes de santé mentale? Tu sais, des situations où les personnes se sentent potentiellement harcelées ou qu'elles sont réellement harcelées, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête pour nous conclure qu'il y a eu du harcèlement. Est-ce que ça amène ces problèmes-là? Ben oui, oui, tout à fait. C'est certain que de toute façon, un harcèlement, enfin, en tout cas, l'enjeu du harcèlement, lorsque on pointe du doigt le harcèlement, c'est relié aussi à un processus d'escalade, hein. Et puis, quand on parle de santé psychologique, on peut parler aussi de processus d'effritement. Et quand on parle de processus d'effritement, c'est rarement relié à un événement isolé. Donc, en fait, il y a tout un processus, en fait, finalement. Attends, là, je t'arrête, là, parce que là, tu as parlé de processus d'effritement et ça me dit rien. J'espère que je suis pas la seule. Tu peux Ah, ok. m'expliquer c'est quoi ça? Alors, dans ce cas-là, je vais prendre le modèle en fait de la crise en santé psychologique. D'accord? OK. Alors, le modèle de la crise en santé psychologique se décline à peu près sous trois phases. D'accord? Il y a une première phase, tu as bien raison, excuse-moi de me recadrer, puis je vais faire attention. Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est comme là, oh, c'est quoi cette affaire-là? Hum. Alors, la première phase, on va parler que chacun d'entre nous, nous espérons être dans une phase d'équilibre. Une phase d'équilibre, c'est la zone verte, c'est là où en fait on peut faire face à des situations potentiellement stressantes grâce à nos mécanismes d'adaptation. Par exemple, il y a quelque chose qui est un peu stressant qui arrive au travail, je vais parler, on va dire, à ma conjointe et puis je vais lui téléphoner ou bien je vais parler à un ami et puis finalement je vais réussir, on va dire, à faire face en fait à ces situations-là qui sont potentiellement stressantes. Après survient une phase qu'on appelle la phase de vulnérabilité. La phase de vulnérabilité, c'est lorsque on est exposé de manière constante à des stresseurs pendant un certain temps, et puis que nos mécanismes de résolution, en fait, finalement, de la situation, ne sont plus suffisants pour faire face, on va dire, à ces stresseurs-là. Ou bien qu'un stresseur principal est intervenu et qu'à ce moment-là, on le perçoit comme étant insurmontable. À ce moment-là, c'est là que on va virer dans un monde de plus en plus émotif, donc il va y avoir une sorte en fait de délestage un peu cognitif hein, qui va se passer et on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus émotif. Et à ce moment-là, c'est là que les biais interprétatifs, ce qu'on appelle la distorsion cognitive, en fait, finalement, on peut arriver en fait au fur et à mesure. Et c'est ça le processus d'effritement. C'est-à-dire que ce n'est pas une réaction, là, une crise n'est pas une réaction qui est isolée, c'est quelque chose qui se fait en fait au fur et à mesure, dans le temps. Et ce qui caractérise chaque personne, c'est que souvent, eh bien, on va être dans le déni, ou plutôt on va minimiser, en fait, finalement, les premiers éléments qui sont reliés à ça. Par exemple, puisqu'on parle de phase de vulnérabilité, eh bien, c'est là que, bon, les stresseurs, on est moins capable, on va dire, de les résoudre, et c'est là que va survenir certains types de symptômes, la fatigue, l'irritabilité, la tension, éventuellement ce qu'on appelle la labilité émotive, ça veut dire des difficultés, on va dire, émotives au niveau interpersonnel, l'insomnie aussi, on le voit très très souvent. Et lorsque on arrive à un cap, et là on arrive à la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la crise en santé psychologique. Et la crise en santé psychologique, eh bien, c'est une urgence d'une certaine manière, parce que ça peut monter jusqu'à une urgence, mais là on est complètement, on va dire, désorganisé. D'accord? Mhm. Je reviens sur ta question initiale, qui est en fait finalement, le harcèlement psychologique peut-il amener en fait finalement une situation qui est en lien avec des problèmes d'ordre psychologique? Alors oui, tout à fait, ça c'est certain. C'est parce que justement la dégradation a déjà commencé auparavant. Alors si on prend juste la notion de harcèlement qui sont des conduites vexatoires répétées, quand on parle de conduites vexatoires répétées, on parle aussi d'isolement. Et puisqu'on parle excuse-moi, d'isolement, la personne peut développer des comportements de retrait social ou d'évitement,
de perte d'estime personnelle. Puis ça, on le voit très très souvent, en fait, nous, dans les cas qu'on a où il y a des situations de harcèlement avec des idées noires, des sentiments d'impuissance, de ce qu'on Mm. appelle l'hypervigilance aussi, le stress. Puis là encore, je reviens encore sur la cristallisation du vécu persécutif. Et la rumination, parce que la rumination, en fait, revient souvent. Tu sais, je sais que tu t'intéresses aux neurosciences. Tu sais, la- l'hippocampe, qui est le siège, un petit peu la banque, un petit peu de la mémoire, en fait, est capable d'ancrer 4 à 5 fois plus les souvenirs négatifs que les souvenirs positifs. Eh oui, Et ça, c'est quelque chose quand même ça roule solide. Mais tu sais Exact. que des fois, oui, moi j'ai vu des milieux de travail où, par exemple, le gestionnaire demande des choses. Il est en droit, il fait son droit de gestion. Il peut être habile, il peut être mal habile, mais la personne vit toutes sortes de difficultés en dehors du travail. Tout n'est D'accord. pas lié nécessairement au travail. OK. Bon, elle a un divorce, son enfant prend de la drogue, ou elle est proche aidante, il y a quelqu'un qui a un cancer, elle a elle-même vécu de l'inceste, elle a été abusée, elle a été... tu sais, elle arrive, il y a des gens qui sont, excuse-moi, je veux dire le mot, là, très fragiles, qu'ils Oui. arrivent dans un milieu de travail, puis sont déjà très fragiles, ces personnes-là. Mais Alors là, ça, c'est des fois, ça prend intéressant. pas grand-chose pour basculer. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg, effectivement. Donc, la question, c'est toujours de savoir, puis ça, c'est un petit peu le jeu de l'œuf ou la poule. Oui, la situation de harcèlement psychologique potentialise des problèmes de santé psychologique, mais comme tu le soulignes très bien, eh bien, il peut très bien y avoir d'autres types de conflits en amont, en fait, finalement, de ce conflit-là, qui n'est qu'un symptôme de quelque chose, en fait, qui se produit dans la vie de la personne, au niveau d'un divorce, par exemple, un conflit interpersonnel, un deuil, ou bien peut-être, des fois, c'est la consommation aussi. Ah Euh, oui, ah et puis oui. ça suscite aussi beaucoup plus d'impulsivité. Et puis, c'est pour ça que nous, des fois, bon, on arrive par un autre chemin c'est que en tout cas dans la résolution en fait de certains types de conflits, et qui est en fait le chemin de travailler en fait finalement à épurer d'autres types de conflits qui ne sont pas circonscrits à la simple situation qui est reliée au travail. Ah, OK. Donc, puis là, on va peut-être laisser un petit espace à Marie-Claude. J'aime ça quand je vous entends les deux. Donc, Marie-Claude, dans le fond, euh, moi, quand je suis engagée comme médiatrice au privé, on me dit, bon, ben Céline, il y a un conflit entre un gestionnaire puis une professionnelle, mettons. Donc, j'interviens dans ce conflit-là, mais je ne vais pas Mhm. intervenir dans la vie personnelle du gestionnaire ou de la professionnelle. Je ne vais pas aller là. Je vais rester à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'entends de Guillaume que vous, parfois, vous allez plus loin avec la personne de ce qu'elle vivrait peut-être pas au travail, mais tu sais, dans une autre partie plus personnelle? Pas, pas dans le cadre de faire la médiation, là, pas dans notre chapeau de médiateur, mais plus dans le rôle qu'on peut avoir comme consultant en réadaptation, là, donc dans l'autre Ah, portion de services qu'on peut OK. offrir, où là, effectivement, on va aller creuser un petit peu plus dans l'historique de la personne, puis on va avoir un accompagnement de la personne là, vers son retour à la santé. Donc, ça va nécessiter qu'on regarde un petit peu tous les aspects de sa vie, puis de voir, OK, finalement, c'est là où on va voir puis ça permet à la personne même, en racontant son récit avec quelqu'un qui l'accompagne, qui valide, de reconstruire des fois un petit peu le récit aussi pour qu'il fasse un sens nouveau. Mais ça, en médiation, sans aller dans les détails, ça a déjà cet effet-là, certainement, sur la personne, de, de changer ou en tout cas de venir moduler un petit peu le récit que la Oui. personne Ben, pouvait. Ouais, souvent, elle va le moduler si elle entend l'autre. aussi. Oui. Quand elle entend l'histoire, moi j'appelle ça des histoires, quand chacun se raconte leur histoire ou leur affaire, tu sais, ils arrivent chacun avec des positions, puis chacun avec leur vision du monde. Quand ils se racontent ça, des fois ça fait en sorte que ça va changer, qu'il y a la création de la troisième histoire, parce que là, tout d'un coup, je me rends compte que j'avais peut-être des billets, je l'ai peut-être pris méchamment, j'ai peut-être pris ci ou ça, puis que j'avais peut-être pas toutes les informations qui me permettaient de bien juger, puis tout ça. Donc, c'est là où c'est intéressant que les personnes se parlent directement. Certainement, Ouais. oui.
C'est Mais c'est ça. sûr que dans le cadre d'une médiation, tu sais, je pense pas que ce serait approprié d'aller trop en profondeur à ce niveau-là. Ça l'enlèverait. Au Non, c'est niveau ça. personnel, je pense pas. Euh, mais parfois, en entrevue individuelle, ce que je peux constater, c'est que les personnes se livrent à nous quand même. Eh oui, certainement. Peuvent nous Oui. dire en entrevue individuelle, ben là, vous savez, j'ai eu un divorce, mon père est mort, ça s'est passé en même temps. Des fois, ils vont nous dire ça, ils vont se dévoiler. Puis je trouve que ça donne un bel éclairage aux médiateurs de dire, ben, il y a une personne qui est en souffrance, là, mais puis c'est Oui, peut-être puis bien aussi, ouais, ouais. oui, Excuse, vas-y. non, mais c'est pour aller dans ce sens-là, ça l'aide à la personne aussi de tu sais, des fois de revoir, OK, tu sais, comment je me sentais, puis pourquoi j'ai réagi comme ça dans telle situation. On parle hein, de faire ressortir aussi les besoins de la personne. Donc, tout ça, ça peut être un exercice intéressant. Une personne qui est en arrêt de travail va déjà souvent avoir entamé ce processus-là, un petit peu de réflexion, Ouais. pas toujours dans le bon sens, en tout cas, s'il y a un bon sens, là, mais oui, fait qu'il y a, effectivement, il y a des Puis personnes qui vont se sentir plus facilement aussi, puis qui vont c'est vouloir ça. cheminer. Il y a des fois, des personnes ont accès aux des programmes d'aide aux employés, ou sont allés voir leur médecin, ou sont allés voir des intervenants, justement, puis qui vont avoir cheminé avec eux autres. Fait que ça, c'est sûr que c'est aidant. J'ai eu récemment une entrevue avec une personne qui me disait je fais des études universitaires, j'ai deux enfants, mon mari est gestionnaire, il travaille 50, 60 heures par semaine. Là, il est arrivé quelque chose au travail. Je lui dis, vous aviez déjà beaucoup de choses dans votre cours, là. Tu sais, c'est comme si, c'est comme pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ben, est-ce que vous vous rendez compte que vous aviez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là, autour de vous, là? Tu sais, comme d'un peu peut-être de normaliser tout ça aussi, hein? Oui, de normaliser, puis ça, tu vois, on le rencontre aussi dans les premières rencontres qu'on fait dans un contexte plus de réadaptation, le pas de médiation. Les gens, des fois, vont dire, ben, je ne sais pas pourquoi je suis tombée en arrêt de travail. Puis on leur demande de faire un petit peu le récit, des fois, de juste la dernière année. Puis en le racontant, ils se rendent bien compte que, OK, j'ai vécu donc bien de choses. Il y a Ouais. eu tellement d'événements, j'ai traversé. Donc, oui, on le voit souvent, ça permet à la personne de réaliser un petit peu, de prendre conscience de certaines choses. Et des fois Est-ce aussi, que, oui, oui, vas-y, des fois Guillaume, oui. aussi, c'est la perte de sens aussi, hein. Oui, hein? Les lieux de travail sont très dynamiques, les besoins des personnes aussi viennent à changer, et puis Mhm. réactualiser en fait finalement les besoins de la personne par rapport à l'environnement dans lequel elle évolue, c'est important. Et des fois, les personnes en fait adoptent le statu quo, et le statu quo, c'est pas satisfaisant parce qu'à partir d'un certain moment, bah, écoute, on se prend un petit peu dans la face le statu quo. Et c'est Arnold Mindell hein, qui dit qui est un psychologue qui est spécialisé d'ailleurs aussi dans la résolution de conflits, et puis qui disait le, le burn-out, c'est pas seulement de la fatigue, et de l'épuisement professionnel, c'est de la fatigue et une perte totale de sens. Ça, c'est intéressant parce que récemment, ben, tout est intéressant, là, mais récemment, j'ai une personne qui avait perdu confiance en son employeur, qui avait perdu le sens de son travail, qui attendait juste de prendre sa retraite et qui est tombée en conflit avec une plus jeune. Et moi, ce que je voyais, c'était que cette personne plus jeune, qui était nouvelle, qui arrivait dans le système, dans le fond, était juste au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que ma personne qui était en perte de sens, ben, est plus tolérante, et elle peut être agressive, elle peut être, tu sais, mais surtout intolérante, et qui était vraiment intolérante. Et finalement, on a fait une médiation et j'ai dit à l'employeur, je dis, vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que on a juste réglé un fonctionnement, mais ça va. Et qu'est-ce qui est Mhm. arrivé, c'est que cette personne-là a été en invalidité pas longtemps après. Donc, Ah, c'est ça. Ouais. Mais ceci étant dit, on ne peut pas rester chez soi en problème de santé mentale. Alors, mettons qu'on parle on est en relation de travail. Quelqu'un ne peut pas rester chez lui pendant 2 ans, j'ai un problème de santé mentale. À un certain moment donné, l'employeur ou l'assureur va dire, bon, ben c'est beau, là. oui,
Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de données par rapport à ça, je dirais. Tu sais, faut se poser plusieurs questions, là. Déjà, c'est quoi les causes de l'arrêt de travail? Tu sais, bon, on en a Ouais. parlé tantôt, c'est souvent multifactoriel, c'est pas juste un élément, ça peut être une combinaison de plusieurs éléments. Euh, Puis on va se questionner aussi beaucoup, là je dis on, là, mais toutes les parties, que ce soit l'assureur, Oui. l'employeur, le médecin, la personne aussi qui va accompagner en réadaptation la personne, sur c'est quoi les bons déterminants de santé, parce qu'il y a évidemment des avantages à l'arrêt de travail, là. L'arrêt de travail est souvent nécessaire dans plusieurs cas, mais il y a aussi beaucoup Mhm. d'inconvénients puis de risques reliés à la santé pour des arrêts de travail qui sont prolongés. Là, je te sors des petites stats rapides, là, mais il y a quand même, quand on parle d'arrêt de travail prolongé, on va dire 6 mois et plus, ça diminue quand même de 50% les chances du retour au travail de la personne. C'est beaucoup. Oh, oh, OK. Puis, quand Oh. une personne, on parle d'un arrêt de travail d'1 an, le risque de rechute si elle retourne au travail, là, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas eu de soutien, ok. Pas de traitement, pas de soutien. Euh, il y a 84% de chances de rechuter suite à son retour après 1 an d'absence. C'est énorme. Ce qui est intéressant, par contre, là, ça vient complètement débalancer la statistique. Si la personne a eu du soutien, un traitement, psychothérapie ou autre, et que l'employeur aussi a été impliqué dans la facilitation du retour, on baisse le taux de rechute là, à moins de 10%. Fait que c'est quand même, hein, Oui. on voit que ça a un impact majeur. Donc, on peut ressortir plus fort. Oui, ben oui. Puis c'est un petit peu ça. Ça, c'est euh, un message d'espoir, là. Tout à fait. C'est un moment de recul, tu sais, l'arrêt de travail, hein, on est toujours en un boulot, ça va vite, hein, la Mhm. vie. Donc, de prendre ce moment de Oui, recul pour réaligner certaines choses, c'est souvent essentiel là, pour plusieurs personnes. Mais après, faut-il que chacun aussi se donne la chance de faire ce cheminement-là, puis veulent Mm. aussi le faire. Donc oui, c'est sûr que plus l'arrêt de travail se prolonge, plus il y a de chances que l'assureur ou l'employeur, à un moment donné, mette une certaine pression, dépendamment. Bon, c'est ça, c'est du cas par C'est cas, ça. mais Puis là, il va mettre une pression, puis là, c'est peut-être là qu'on pourra faire de la médiation, ou en tout cas, comment on va ramener la personne au travail, ou retour au travail, réintégration au travail, tout ça. oui, Mais oui. est-ce que, là, vous savez que, ben, sûrement que vous êtes au courant, la CNSST va obliger à identifier les risques psychosociaux là, sur les lieux de travail. Est-ce que, est-ce que vous pensez que ça va permettre qu'on adresse plus rapidement les problèmes? Tu sais, qu'on fasse plus rapidement la médiation? Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'on arrive à la médiation, puis là, c'est une question à plusieurs tiroirs, là, je suis désolée. On arrive à faire la médiation, puis il est déjà tard. Oui. J'aurais aimé ça la faire avant. Mais non, on a accumulé des problèmes, on est rendu chez nous. Tu sais, si on avait fait avant, Mhm. on se serait donné une chance. Moi, j'espère que ça va avoir cet impact-là parce que c'est sûr que oui, puis je peux laisser Guillaume aussi rebondir un petit peu sur la multiple question, là. Mais, Ouais. euh, mais Mais, oui, je pense qu'on aurait avantage. Ce serait le fun qu'on puisse identifier plus vite les risques puis d'être plus dans la prévention que dans la réaction. des Ouais. fois, quand on parle de la prévention des risques psychosociaux ou bien même de la promotion de la santé psychologique, c'est assez vague, hein. Ouais. Certains employeurs, c'est assez vague. Et Mhm. puis, quand on parle de la médiation, bon, là encore, comment est-ce qu'on peut inscrire la médiation dans le continuum des dispositions qu'on prend par rapport à la santé psychologique? Pourtant, le lien est très clair. En tout cas, pour nous, en tout cas, le lien est très clair parce que c'est sûr que les conflits sont provoqués par certainement, parfois, du moins pas tout le temps, hein, des enjeux de nature psychologique. Et puis, ils génèrent par après encore, en fait, une potentialisation de problèmes psychologiques. Donc, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'effectivement, il faut continuer à éduquer la population, il faut continuer à éduquer les milieux de travail, faut en parler. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a pris cette décision-là aussi de faire une passerelle, hein, parce qu'on voit que jusqu'à un certain point, notre but, c'est de rejoindre en fait finalement la population et puis mettre en place, on va dire, les dispositions nécessaires pour avoir les meilleures pratiques pour essayer de résoudre en fait les situations en lien avec ça. Et la médiation, à notre avis, en fait partie.
Donc là, bon, on espère en tout cas qu'il va y avoir des changements, mais on voit quand même que il y a plusieurs choses qui quand même surviennent euh, que probablement ça va un petit peu dans ce sens-là. Puis éventuellement, même si on ne peut pas obliger quelqu'un à faire la médiation, l'aborder, le proposer, puis au moins essayer de pousser vers la rencontre de prémédiation, ça déjà en soi, à mon avis, euh, c'est déjà quelque chose qui serait, à mon avis, très positif. Oui, on se rejoint là-dessus parce que ce que j'ai constaté, c'est que parfois, les ressources humaines ont présenté la médiation, mais ils ne l'ont pas présenté comme un médiateur le ferait. Ils n'ont pas créé le lien de confiance. Ils ont pas... Puis peut-être que même la personne des ressources humaines n'a plus la confiance de l'employé. Alors, elle n'a plus cette distance, alors que lorsque l'employé rencontre un externe, un intervenant externe, un médiateur externe qui va prendre le temps de créer le lien, comprendre, puis tout ça, je pense qu'on donne une chance à la médiation, donc de la faire. Ouais, ça serait peut-être un conseil qu'on a à donner à tous nos gens là, qui... On ne peut pas l'obliger, la médiation, mais au moins d'en trouver individuel, ce serait une bonne chose, ça. Ça, je pense qu'on se rejoint bien là-dessus. Euh, le temps file drôlement. J'aimerais juste... puis c'est drôle, Guillaume, parce que tu l'avais un peu abordé. Euh, la médiation, c'est pas une thérapie, mais ça peut avoir un effet thérapeutique. Oui, ben oui. Mais tu sais, ben justement, déjà, premièrement, la posture du médiateur, c'est une posture de tutelle de résilience. Et la tutelle de résilience, c'est quoi? C'est de mettre la caméra, en fait, finalement, sur les forces de la personne, sur son autodétermination. Ça permet de retirer aussi des étiquettes, hein, celle de victime, celle de malade, et puis de rétablir un peu la symétrie qu'il y a entre les deux parties. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est importante. Puis quand on parle aussi de prémédiation, la prémédiation, ça permet aussi de prendre aussi connaissance du récit des deux parties. Puis prendre connaissance du récit des deux parties, des fois la personne, en fait, elle va juste le mentaliser, l'intérioriser, le ruminer, sans nécessairement, on va dire, le mettre en fait face à quelqu'un, ou peut-être qu'on va en parler avec le conjoint, la conjointe, ou éventuellement des amis qui vont adhérer un petit peu à la cristallisation un petit peu de ce récit, ou au contraire, qui Mhm. vont s'en désolidariser. Voilà, tu te fais des idées. Donc là, le fait de donner de l'empathie, le fait d'être à l'écoute, de donner de l'attention, c'est quelque chose qui est absolument important parce que la personne, elle vit de vraies difficultés. Donc déjà, la posture non jugeante du médiateur est déjà en soi thérapeutique. Après, l'enjeu, ben justement, on parlait de l'hippocampe tout à l'heure, c'est que la construction de la réalité fait en sorte que des fois, eh bien, les personnes vont être très rigides là-dedans. Donc, commencer à insinuer dedans une certaine nuance, ou bien peut-être une certaine flexibilité. Vous savez, vous allez rencontrer la personne, vous allez parler éventuellement, elle a sa vérité, vous avez votre vérité, elle a sa vérité. Déjà, ça insinue déjà aussi un petit doute. Et la personne doit sortir aussi finalement de son positionnement. Puis sortir de ce positionnement-là aussi, c'est quelque chose qui est positif. D'une certaine manière, eh bien, on va partir, on va dire, comment dire, du statut, puis je vais faire un peu la différence entre les deux éventuellement après, de partenaires obligés dans une médiation qui sont adverses à de partenaires suffisamment collaboratifs. Puis ça, c'est Mhm. quelque chose quand même Mhm. qui est important. Et Mhm. je dirais que aussi, à partir du moment, puis ça, je fais le lien avec la CNV, où tu nommes les besoins de la personne, racontez-moi vos besoins. Essayez de les nommer. Les gens sont un peu décontenancés, hein. Ils n'ont Ah jamais oui, pris le oui. temps d'en parler. Ils n'ont jamais pris le temps de les nommer. Ils vont juste, on va dire factuellement, ou plutôt factuellement, interpréter éventuellement les choses d'un côté un peu négatif, et puis ils vont pas mettre, on va dire, de l'avant ce sur quoi, on va dire, ils n'ont pas identifié leurs besoins. Alors ça, c'est important parce que ça permet aussi un petit peu de les restructurer et ça permet en fait de les aider par rapport à ça. Et ça, c'est un travail un peu plus interne qui les permet un petit peu de se reconstruire. Puis pour refaire un petit peu la différence un peu bon, entre la médiation, bon, par exemple, et la réadaptation, en l'occurrence avec nous, c'est que la porte d'entrée de la médiation, c'est qu'effectivement, il y a un problème entre deux parties. Donc on va aider les deux parties, on va dire, à se centrer sur la relation et puis d'arriver à un niveau de collaboration suffisamment optimal, en fait, finalement, pour qu'il y ait l'émergence d'un troisième récit, qui n'est pas finalement les deux récits initiaux, mais où ils puissent éventuellement discuter ensemble. Et la porte de sortie, quelque part,
eh bien, c'est la collaboration, d'accord? En réadaptation, nous, on rentre par la porte, on va dire, du symptôme et de l'écart fonctionnel. Et c'est à partir de là, nous, qu'on se pose la question sur qu'est-ce qui entretient le symptôme et qu'est-ce qui maintient la personne, en fait, en situation de difficulté. Et des fois, et en fait, finalement, la porte de sortie, c'est lorsque finalement on a réussi à résoudre, on va dire, un peu la situation. Donc, inévitablement, si on arrive à une situation où les deux parties arrivent à s'entendre, eh bien, on vient résoudre, on va dire, les deux situations en même temps. À la fois la Ouais. collaboration et à la fois aussi l'élément stressant qui existait entre les deux personnes. Donc, c'est une sorte de libération. D'où l'effet thérapeutique. Mais sais-tu quoi, j'ai envie de te dire, Guillaume, encore plus que j'ai vu des situations où on s'était pas entendu et on a Mhm. négocié une non-collaboration sur un milieu de travail. OK. C'est fou, hein? On a Ah, négocié la non-collaboration. Ben, c'était possible, là. C'était oui, possible. Et ça a eu un effet d'enlever beaucoup de stress et oui, un effet en quelque sorte thérapeutique parce que on s'est donné la permission de pas être des amis puis de pas travailler ensemble puis ça a fait comme ça a oui. tout comme ouais, Puis même dans ce cas-là, c'est fou là. Ouais, ça, c'est l'effet structurant de la médiation et qui est l'effet hautement structurant. Oui. parce que la médiation, en fait, comme c'est un effet qui est structurant, elle va amener en fait des parties, parce que l'émotion va un peu dissoudre un petit peu les règles et puis les statuts finalement, hein. Mais elle va amener en fait une redéfinition en fait des places et des frontières. Et ça touche à la structure du travail et à la relation. Et ça, c'est hautement thérapeutique. Mhm. Très bien. Écoutez, le temps file. Marie-Claude, est-ce que tu avais un petit goût de rajouter là-dessus, l'effet Non, thérapeutique? je suis juste tout à fait d'accord sur le fait que la médiation est thérapeutique, qu'on ait ou pas un problème de santé mentale. Je pense que c'est... Ben là, tu viens de rajouter un élément qui était important. Problème de santé mentale ou pas, ça a un effet thérapeutique. Puis oui, le médiateur, il faut qu'il aime l'humain, je pense aussi. On n'est pas des psys, on n'est pas. Vous avez le bagage psychosocial, moi, je ne l'ai pas, mais j'aime l'humain, j'aime aider l'humain. Des fois, les gens me disent, ouais, mais je ne veux pas aller en thérapie. Ils pensent aller en médiation, c'est aller en thérapie. C'est là l'éducation qu'on a à faire. Je leur dis souvent, ben, vous savez, je ne fais pas de la thérapie, je suis juste avocate. Puis je recadre, puis je pense que c'est de restituer aussi. Puis même vous, comme psychosociaux, vous devez dire non, on ne fera pas de thérapie là, là, on fait la médiation, mais ça va vous faire du bien. On pourrait dire ça. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie énormément pour ce temps que vous m'avez consacré, puis consacré à les membres de ma communauté. Je vais mettre vos liens, votre site web en référence. Donc, si les gens veulent communiquer avec vous, ils pourront. Ils auront peut-être le lien de votre boîte ou les liens individuels, on décidera, là. Et puis, si vous avez un site web, je vais le mettre aussi. Fait que merci beaucoup, puis bonne continuité. Je vous souhaite un énorme succès. Merci. Merci à toi, Céline. Merci. Merci, bye.